Je vais commencer aussi par des remerciements, je terminerai par ça. Merci à l'Observatoire B2V, à la Message, à toutes les personnes qui ont organisé cela, qui ont eu la gentillesse de m'inviter. Merci pour le formidable exposé précédent, merci pour le formidable exposé précédent, qui est une introduction théorique complète. J'ai plein de choses que je vais pouvoir passer, puis on va pouvoir avoir du temps de discussion supplémentaire. Et c'est un plaisir aussi, donc merci à Francis pour la présentation, parce que pour la petite histoire, lorsque j'étais étudiant en thèse, je l'ai effectué à Caen, sous la direction de Francis Eustache, donc c'est un plaisir de le revoir à chaque fois, forcément, et puis d'être présenté, c'est toujours très bien. Donc je mettrai, on partagera les supports, il y a quelques images, quelques liens, si ça vous intéresse, s'il y a des choses à noter, vous pourrez les avoir à disposition après, donc ne vous tracassez pas pour noter trop de choses. Alors pour commencer, pour me présenter, donc je m'appelle Mathieu Un Seul Un, qu'on prononce Un Seul Un. Parce qu'on parle d'action, on va bouger un petit peu, on va essayer quand même de mettre en pratique ce qu'on fait. C'est assez facile pour le retenir. Et puis si on va un petit peu plus loin, parce que donc, mon prénom est Mathieu, qui est parfois mal orthographié, puisqu'il a 2 T dans les livres religieux. Le mien en a un seul, ce qui est assez simple à retenir. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez penser à cette très belle chanson qui est « Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu ». C'est tout en un, en fait. Et je serais extrêmement vexé si vous ne retenez pas cela, parce que des patients amnésiques arrivaient à retenir ça. Donc, il y a un effet d'action, puisque là, on peut faire le 1, et puis il y a aussi autre chose que je n'aborderai pas là, mais des effets on parle de distinctivité, de bizarrerie, d'effet de l'humour, puisque, évidemment, en termes capillaires, le seul cheveu qui serait censé être là ne l'est plus. En résumé, oui, je le fais au début, comme ça, si ça vous intéresse, vous restez concentré, vous allez voir s'il y a des choses. Et puis si vous dites que le résumé, finalement, c'est pas tellement ce que vous attendez, ça peut arriver, vous savez que vous avez une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, avec une attention plus ou moins flottante. Et surtout, ça permet de dégager des messages généraux à retenir pour la suite. Le premier, c'est que l'action permet d'améliorer la mémoire. Je pense que déjà, ça a été une idée fortement amorcée précédemment, que j'ai mis tout le monde, alors je dirais, ou presque par prudence scientifique, mais on va voir qu'il y a quand même beaucoup d'exemples tout au long de la vie, justement, y compris dans certaines pathologies, de personnes qui peuvent bénéficier de ce qu'on va appeler l'effet de réalisation de l'action. Et puis, je terminerai, c'est la dernière partie de l'exposé, par quelque chose qui est peut-être un petit peu plus loin, qui n'est pas forcément ce qui est attendu, qui est l'improvisation, improvisation théâtrale, notamment comme d'un objet d'étude scientifique. On va voir comment on peut relier ça à l'action. On se doute qu'il va y avoir de l'action dedans, et puis à la mémoire. Alors, pour remettre un petit peu en perspective, on parlait de la psychologie expérimentale, la psychologie comme une science, donc je rejoins évidemment tout à fait cette idée-là, et puis tout ce qui a été dit précédemment. On voit que dans les années 50-60, la mémoire et l'action, c'était quelque chose qui n'était pas du tout étudié, que ça a commencé à l'être au cours des années 70-80 surtout, et puis que depuis, avec les aspects connexionnistes, l'énactivisme particulièrement, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié. Là, on a le nombre d'articles par an qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Comme on va parler d'action, je vais vous demander, c'est de participer. J'ai quelques questions. En principe, quand je fais des votes comme ça dans des conférences, je demande aux gens de faire différents mouvements ou de se lever en fonction des réponses. Vu la chaleur, je me sens un petit peu mal de vous demander ça. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu plus calme tout de même dans l'action. C'est que, en essayant d'être honnête, sans tricher chez les voisins, vous levez la main quand vous pensez que c'est la bonne réponse. Donc, je vais juste les donner A, B, C, D, pour voir un petit peu ce que vous pensez. Évidemment, je vous donne la réponse. Ensuite, on en discute pour essayer de comprendre pourquoi. Donc, il n'y a pas de gain si vous répondez bien à tout. Il n'y a pas de malus ou de punition si vous vous trompez. C'est pour moi, ça me donne une idée d'un petit peu de ce que vous connaissez. Et puis vous réfléchissez un peu plus, vous impliquez votre corps, puisque ça semble être quand même quelque chose qui est intéressant. Alors j'ai mis des ordres, vous voyez, pour les stratégies, les façons en fait, d'enregistrer l'action qui permettent de mieux retenir. Donc on a
il y a une réponse ici seulement parmi les 4 qui va être correcte. C'est si on cherche à avoir la meilleure façon d'enregistrer l'information, est-ce qu'on a écouter et lire qui seraient, on va dire, les deux moins bonnes, en tout cas pas les meilleures, façon d'encoder, puis regarder, puis faire, donc ça serait faire, quelque chose qui serait le mieux, ou est-ce que c'est faire qui est le moins bien, regarder un petit peu mieux, lire, écouter en meilleur? Est-ce que tout cela se vaut, plus ou moins, quelle est la réponse C? Ou la réponse D, est-ce qu'on aurait écouté qui serait le moins bien, faire en deuxième, regarder qui serait un petit peu mieux, et lire qui serait la meilleure proposition? Alors, qui pense que c'est la réponse A? Ok, la B, la C et la D. C'est la majorité qui a raison. C'est plutôt, effectivement, écouter et lire, le signe et c'était égal, qui sont souvent les deux choses les moins bonnes, observer qu'un petit peu mieux et puis réaliser qu'encore mieux. Alors comment est-ce qu'on peut savoir ça? Pourquoi je vous raconte ça comme ça? Qu'est-ce qu'il y a comme preuve derrière? Et puis comment on y arrive? L'idée c'est de présenter un certain nombre de résultats évidemment, puis de comprendre la démarche scientifique, comment est-ce qu'on peut faire ça derrière. Alors c'est un effet derrière ça qui s'appelle l'effet de réalisation de l'action. En anglais on parle de enactment, on parlait d'énactivisme avant, donc enactment effect, on l'a traduit en français par l'effet de réalisation de l'action. C'est le fait de mieux se rappeler une phrase d'action qui a été réalisée, donc qui a été fait, condition faire, plutôt que quelque chose qui a été lu. Ça, c'est l'effet général. Ah, pardon. C'est d'habitude l'heure où il faut que je surveille si quelqu'un va chercher ma fille à l'école, pardon. Je ne l'ai pas coupé. C'est donc cette différence entre, on trouve, quand on réalise quelque chose, c'est mieux que lu. Et puis évidemment, on s'est amusé à faire ça avec tout un tas d'autres conditions, alors que ça soit l'observation, ce qu'on disait qui est au milieu, ou écouter, qu'on a testé aussi. Il y a tout un tas de champs de recherche sur l'imagination. On parlait de réactiver des souvenirs avant. On réactive quelque chose qui n'est pas forcément là, d'imaginer, se projeter dans le futur aussi, on va avoir une forme d'imagination évidemment. Et puis selon qu'on ait ou non le choix des actions, lorsqu'on va avoir le choix de faire quelque chose, on va avoir un effet, ce qu'on appelle un effet de génération, un effet de production. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, quand ça vient de nous, on s'en rappelle mieux. Souvent, en fait, on y attribue même une valeur plus importante. C'est ce que certains scientifiques ont appelé l'effet IKEA. Pourquoi? Vous connaissez, je pense, toutes et tous la chaîne d'ameublement où cet effet-là, au début, sur la valeur qu'on attribue, c'est le meuble qu'on a monté, nous, avec nos petites mains, pour lequel on a passé des heures, etc., le même meuble qui a été monté par quelqu'un d'autre, eh ben, on va lui attribuer moins de valeur, même s'il a été monté tout aussi bien. Et cet effet-là, donc au-delà de la valeur, ben en mémoire, quand c'est quelque chose qui vient de nous, quand on a eu le choix, souvent on s'en rappelle un petit peu mieux ce qu'on a produit, ce qu'on a généré. Et puis ces différents effets, ils peuvent se retrouver les uns avec les autres. Alors, pour cet effet-là, il est assez détaillé. Je parlerai un petit peu de pathologie après. Vous allez voir, on va le retrouver dans beaucoup de choses. C'est un effet qu'on qualifie souvent de robuste. Il reste quand même des questions sur ce qui explique cet effet. Comment est-ce que ça s'explique, comment ça se produit qu'on ait ça? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a une qu'on appelle l'hypothèse de la composante motrice. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait, le fait de réaliser une action, le fait d'avoir des mouvements, aurait des particularités qui feraient que la mémoire serait mieux encodée, on parlait de mieux engrammée, plus fortement, plus profondément. Et pour tester ça, les premiers chercheurs qui ont émis cette hypothèse-là proposaient que si cette hypothèse se vérifiait, on devrait avoir de meilleurs résultats lorsqu'on fait quelque chose que quand on observe. Parce que quand on observe, on voit l'action qui est réalisée. Elle est réalisée vraiment, physiquement. Si je dis déplacer le téléphone à droite, vous voyez que c'est fait, mais vous l'observez seulement, vous ne le réalisez pas. Donc si cette hypothèse-là est bonne, ce qu'on devrait trouver, c'est que lorsque c'est vous qui déplacez le téléphone à droite, ou évidemment on fait ça avec différents objets, différentes actions contrebalancées, avec des actions équivalentes, etc., eh bien on devrait avoir de meilleures performances lorsque c'est réalisé. Il y a une autre grande hypothèse qui est ce qu'on appelle la théorie qui s'appelle de la glue et qui voudrait qu'en fait le fait de réaliser une action, l'action aurait comme propriété d'associer les différents éléments entre eux comme une glue. Donc tous les éléments qu'on va retrouver quand on fait quelque chose, il y a la sensation, il y a l'endroit où on se trouve, donc l'action qui serait comme cette glue-là.
Et là, pour tester ça, les chercheurs qui ont proposé cette hypothèse-là au début, soit on fait des actions qui sont très associées ou peu associées. Par exemple, avec un portefeuille, une action associée, c'est mettre des billets ou des pièces dedans. Une action peu associée, ça serait mettre un papier qui n'est pas de l'argent, verser de l'eau ou un objet qui n'aurait pas d'habitude sa place dans le portefeuille. Et ce qu'ils retrouvent, c'est qu'effectivement, globalement, quand c'est bien associé, par défaut, on le retient mieux. Une autre façon de tester ça, c'est de regarder en fait les capacités d'association qu'on a. Peut-être vous avez déjà entendu dans les jours précédents l'aspect associatif de la mémoire. On fait des liens en mémoire entre différentes choses très régulièrement, mais on a des capacités différentes les uns et les autres, ce qu'on appelle des variations inter-individuelles pour cette capacité à associer, à relier les points. Il y a des gens très rapidement qui vont se dire « Ah, je vois deux choses, on va faire la connexion tout de suite », et il y en a pour qui ça va prendre un petit peu plus de temps, certains qui n'y arrivent jamais. Normalement, vous avez déjà dû vous rendre compte de ça dans des moments où vous racontez des blagues. Certains réagissent tout de suite, d'autres en décalé et d'autres le lendemain. Enfin, j'ai un collègue comme ça dont je ne donnerai pas le nom, qui est brillant par ailleurs. Ce n'est pas forcément lié à une intelligence. C'est des processus qu'on va retrouver comme ça. Donc cette capacité d'association, on appelle ça le binding. Et comment est-ce qu'on teste ça? On a un certain nombre d'épreuves, en fait, de tests dédiés chez les adultes ou chez les enfants. Donc, chez les adultes, il y a eu un travail qui avait été une épreuve élaborée par Peggy Kinnett, qui est maître de conférence à l'université de Caen, où on présente sur une grille des lettres avec des couleurs et puis des cases à côté avec des croix. Et ces cases-là, ces croix-là ont des couleurs. Et ce qu'il faut, c'est associer mentalement à faire le déplacement. Donc, par exemple, le F qui est jaune, on se l'imagine dans la case où il y a la croix jaune, le D qui est vert dans la case où il y a la croix verte, etc. Donc, on associe ça. On a ensuite ce qu'on appelle une croix de fixation, donc une diapo où il y a juste la croix. Et puis, en dernier lieu, on nous présente l'une des 4 lettres dans un emplacement. Et il faut dire si oui ou non c'était l'association correcte avec, comme ce qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure, on répond oui ou non avec des touches de clavier. Donc, là, par exemple, est-ce que le F, c'était là qu'il fallait le placer, l'imaginer? Non, on mettrait non. Donc évidemment, là, vous avez tout sous les yeux. Ce sont des choses qui apparaissent de façon séquentielle. On a plusieurs essais, on regarde le score total, le temps de réaction, etc. Donc c'est comme ça qu'on fait ça. Il y a aussi quelque chose qui est chez les enfants, un petit peu plus simplifié, avec une maison, avec des pièces dans laquelle on place des objets, qui a été élaboré par Laurence Picard notamment, qui est maître de conférence à l'université de Besançon. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, ces tests-là, on les fait, puis les scores qui sont obtenus à ces tests-là, on fait ce qu'on appelle des corrélations, mais ça en lien avec les résultats sur, quand on lit, quand on réalise, pour voir s'il y a des liens entre les deux. Et pour cette hypothèse-là, de la glu, ou pour celle qui est liée à la composante motrice, on a des résultats parfois contradictoires selon les études. Parfois, on va retrouver qu'entre réaliser et observer, on a des performances similaires. Parfois, c'est mieux quand c'est réalisé. Par contre, il n'y a pas, à ma connaissance, de fois on trouve que observer, ça marche mieux que réaliser. Mais il n'y a pas encore de consensus, on n'est pas tout dessus. Et puis pour cette association, je vous disais, on a trouvé parfois que c'était lié, qu'il y avait effectivement un lien entre ces processus de binding, d'association, et puis les capacités de mémoire, cet effet de l'action, et parfois pas. On a même une recherche qu'on a menée, qui est sortie l'année dernière, où on a trouvé que c'était inversé, cette corrélation. Donc non seulement ce n'était pas le sens qu'on attendait, c'était pas qu'il n'y avait rien, c'était carrément le sens inverse, et on était bien embêté pour expliquer pourquoi ça arrivait. Donc on est en train de refaire évidemment des choses pour voir comment ça marche. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement, cet effet de l'action? C'est cette recherche justement qu'on a fait avec notamment Laurence Picard, avec une collègue qui s'occupe de la psychologie du développement, Béatrice Bourdin. On a proposé tout un tas d'actions qu'on a mélangées de façon aléatoire à des enfants de CP d'un côté et de CM2 de l'autre. Donc là, on est plutôt chez des jeunes, voire des très jeunes. Et ce qu'on regarde, c'est que, vous voyez, vous avez dans l'ordre lire, écouter, observer, réaliser. Et si on se concentre juste sur ce qui est en bleu, en fait, il faisait tout un tas d'actions à la suite. On attendait quelques minutes, on leur demandait, est-ce que vous pouvez nous rappeler, ou est-ce que tu peux nous rappeler les actions qui étaient à faire? Et à ce moment-là, ce qu'on appelle un rappel libre, donc il nous donnait librement les choses, c'est ce qu'on a en bleu sur le graphique, et bien ce qu'on voit, c'est que, vous voyez les deux flèches rouges, on a 11-12% d'actions correctement rappelées par les enfants de 6 ans
librement en condition lire, et on en a plus, c'est 43, je crois, de tête, 43% d'actions rappelées dans la condition réalisée. Donc on a un rapport là de quasiment 1 à 4, c'est impressionnant. On n'a pas toujours cette proportion dans toute la littérature, en tout cas le sens, c'est souvent des performances du simple au double ou au triple qu'on va retrouver. Et quand on regarde après, parce qu'on se dit peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais librement, vous savez, des fois on a des choses dont on se rappelle, mais librement on a du mal, avec un petit indice ça va mieux. Donc on fait ensuite ce qu'on appelle un rappel indicé, c'est-à-dire qu'on donne un indice. Ici ce qu'on fait c'est qu'on donne l'objet, on dit il y avait le téléphone tout à l'heure, quelle action était à faire? Et là ce qu'on voit en fait c'est que ça reste dans le même sens, c'est-à-dire que, alors les plus jeunes réussissent moins bien que les plus âgés, ça c'est assez classique chez les enfants. Et puis, on va revoir, dans tous les cas, que ce soit rappel libre, rappel indicé ou cette reconnaissance, on propose 3 actions. On disait est-ce qu'il fallait le déplacer à droite, le tourner ou le mettre sur l'autre main, qu'il y a juste un choix à faire. Dans tous les cas, ce qu'on retrouve, c'est que lire et écouter sont les 2 conditions les moins bien réussies. Et que observer et réaliser, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, n'avait pas de différence entre elles, mais était mieux réussi que lire et écouter. Et dans un contexte scolaire, l'immense majorité du temps, alors c'est le cas, on a des âges différents ici dans cette salle, et puis je pense que si on posait la question à des enfants à l'école aujourd'hui, ils nous diraient la même chose. Beaucoup du temps est passé à lire des choses et à écouter. Alors je ne dis pas ça, s'il y a des enseignants parmi vous, je ne suis pas là pour vous jeter la pierre, parce que faire bouger, faire des choses à 30 enfants toute la journée, évidemment, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, pour la question d'être en observation, d'avoir quelqu'un d'actif face à nous, c'est peut-être un petit peu plus faisable, et en tout cas d'avoir ça en tête pour faire des choses de temps en temps. Donc, le message général par rapport à cet effet-là, c'est que faire, ça marche mieux que lire. Et d'un point de vue pédagogique, il y a tout un tas de recherches qui sont faites dessus, alors à différents niveaux, on parlait des plus jeunes, là à l'université, il y a un groupe de chercheurs qui s'est amusé à mettre un formateur en avatar. C'est un cours de physique, d'introduction à la physique à l'université. Donc il y a des concepts de physique très complexes, pour les non-physiciens en tout cas. Donc on leur présente des concepts avec soit un avatar, parce qu'on peut contrôler facilement par rapport à un être humain. Si vous me demandez de refaire la même conférence statique ou en bougeant, je ne suis pas sûr de contrôler exactement les mouvements comme ce qu'on pourrait attendre. Donc là, comme ça, c'est contrôlé avec l'avatar. Donc il y a un avatar fixe, un avatar qui a des mouvements qui sont appropriés, il n'est pas en train de faire une danse complètement décalée, évidemment. Et bien ce qu'on voit, c'est que on peut retrouver l'effet de mémoire où ça marche mieux, et que la compréhension et la résolution de problèmes qui prennent en compte ces notions physiques est meilleure avec un avatar, avec ici un enseignant qui est en mouvement. Donc il y a d'autres choses où on a des enseignants qui bougent pas, mais c'est difficile de comparer. Là, au moins, c'était carré sur le plan expérimental pour montrer ces choses-là. Et puis, si on regarde de façon plus générale, on peut se dire que l'expérience compte beaucoup. Souvent c'est ça qui revient dans les discussions, quand on parle d'enseignement. L'expérience, ça compte plus que le reste. Tout à l'heure, on avait un enseignant aussi, juste avant ici, qui est plutôt en fin de carrière, d'après ses mots. Je suis plutôt en début de carrière. J'ai à peu près la moitié, je pense, de l'âge de la personne qui m'a précédé. Et on me renvoie régulièrement à mon manque d'expérience, même si les années passent et je commence à en avoir évidemment de plus en plus. De la part de collègues parfois plus expérimentés, on dit « Ah oui, la méthode, la bouger, etc. Il y a peut-être des recherches, mais moi je sais parce que j'ai l'expérience. » Évidemment, l'expérience c'est formidable. On a parlé du contexte, du sens avant, on a des choses en plus. Ça ne veut pas dire que la méthode ne compte pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut se résumer uniquement à l'expérience. Et ça, il y a Delory et ses collaborateurs qui ont pris... c'était aussi un cours d'intro à la physique ou à la biologie peut-être. Et il prenait un enseignant expérimenté, un bon enseignant. C'est-à-dire qu'il avait de bons retours de la part de ses étudiants, ses collègues l'estimaient, c'était un scientifique tout à fait respectable, très bien. Et qui avait une méthode plutôt ce qu'on appelle transmissive, c'est-à-dire qu'il faisait la conférence ex cathedra, il faisait que ça. Faisait très bien. Et puis un enseignant tout jeune qui débutait, qui sortait de sa thèse, à qui on a donné des méthodes pour faire participer l'auditoire, être plus actif, bouger, etc. Et ce qu'on regardait, ils ont pris tout un tas d'indicateurs, dont les résultats aux examens, qui étaient évidemment les mêmes pour tous. Et ce qu'on voit, c'est que en gris clair, vous avez les résultats qui se répartissent pour le groupe avec l'enseignant qui utilise des méthodes plutôt, on va dire, passives, et en gris foncé, et on voit que ça penche plutôt
de ce côté-là du graphique, donc vers de meilleures notes pour l'enseignant qui avait des méthodes actives. Donc là, on se voit que l'action pour la mémoire, pour apprendre des choses, pour retenir des choses, et on peut même aller un tout petit peu plus loin pour la compréhension, ça va servir dans un contexte pédagogique. Mais tout le monde n'est pas à l'école, on va se dire c'est peut-être limité à ça. Donc il y a d'autres travaux qui sont faits dessus, notamment sur l'apprentissage de langue, donc avec des enfants, mais aussi avec des adultes en dehors du système scolaire. C'est l'équipe de Manuela Macedonia qui est en Allemagne, qui travaille beaucoup. Alors, je vous passe ici la partie neuroscientifique, parce qu'elle va s'intéresser au fonctionnement du cerveau qui se passe derrière. Il y a évidemment des petits changements au niveau cérébral. Et surtout, elle regarde, en apprenant une langue, ce sont des Allemands qui apprennent de l'italien ou de l'espagnol qui est fait. Et puis elle compare lorsqu'on apprend un mot avec un geste et un mot sans geste. Et quand on apprend un mot avec un geste associé, ce mot-là, il est plus facilement retenu. On voit, c'est ce qu'on a dans les barres en blanche quand il y a un geste que quand il n'y a pas de geste. Et même aller plus loin, c'est quand on a un geste qui est ce qu'on appelle congruent. Qu'est-ce que c'est un geste congruent? Pour apprendre le mot pont, oui, c'est ce qu'on a de dessiné. Donc il y a des petites vidéos enregistrées. Quelqu'un qui fait ça pour apprendre le mot pont, effectivement, ça rappelle la forme d'un pont. Alors que si vous aviez quelqu'un qui faisait ça, sauf si, si vous avez vraiment beaucoup d'imagination, c'est dur de penser à un pont associé à ça, donc c'est un geste non congruent. Ce qui est intéressant, c'est que même ça marche mieux que sans geste, et quand on fait le geste congruent lié au pont, ça marche encore mieux. Donc pour apprendre des nouvelles choses, et ça marche avec des adultes de différents âges. Avant d'être chercheur, avant d'être enseignant-chercheur, je suis un psychologue de formation et je m'intéresse aux patients. Et ma thèse portait aussi sur un syndrome qu'on appelle l'ictus amnésique, un syndrome d'amnésie transitoire. C'est des gens qui, ça arrive entre 50 et 80 ans, d'un coup, sans prévenir, deviennent amnésiques et vraiment très fort, ils oublient tout ce qui se passe pendant quelques heures, répètent sans arrêt les mêmes questions. Si vous avez déjà vu le film d'animation Le Monde de Nemo, vous savez, il y a ce petit poisson Dory, bleu, qui répète sans cesse la même chose. Ça peut ressembler un petit peu à ça, c'est très impressionnant, ça fait peur, mais ça n'est pas grave parce que ça disparaît au bout de quelques heures. Et pendant la thèse, une des questions qu'on s'est posées, c'est cet effet de l'action. Est-ce que ça marche avec ces patients-là? Parce que, ok, c'est robuste, on le retrouve avec des enfants, avec des adultes de tous les âges, mais dans cette pathologie, est-ce que ça marcherait? Alors, un peu comme tout à l'heure, si je vous en parle, c'est que ça marche effectivement, et pas que dans l'ictus amnésique, parce qu'on voit que quand on va regarder dans des pathologies telles que la schizophrénie, les troubles du spectre autistique, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, eh bien on va retrouver le bénéfice de cet effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on demande à quelqu'un de lire, qui souffre d'une de ces pathologies, il va moins bien retenir de choses que quand il va réaliser l'action. Et quand on s'intéresse même au vieillissement, on a tendance, avec l'âge, parfois à avoir une mémoire un petit peu moins bonne sur la condition lire. Et quand on est en condition réalisée, quand on fait quelque chose, la différence qu'on peut observer avec les jeunes disparaît. Donc on améliore ses performances et puis ça permet ce qu'on appelle de normaliser, de retrouver des performances équivalentes à des gens plus jeunes. Si on regarde un petit peu plus finement quand même cet effet, parce que je vous présente ça, ça a l'air génial, on se dit mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Tout n'est pas parfait, évidemment. Il y a une question de faisabilité, on parle en classe, et puis autant sur la quantité d'items, quand on regarde le nombre de mots retenus, ça s'améliore dans l'immense majorité des cas, autant sur le plan qualitatif, qui est un petit peu moins étudié, il y a des résultats plus mitigés. C'est quoi le plan qualitatif ici? C'est quand on demande ce qu'on appelle la source, c'est-à-dire dans ce cas-là, on dit, ok, vous vous rappelez, vous m'avez dit déplacer le téléphone à droite, etc. Mais comment est-ce que cet item-là, cette action-là, vous l'avez apprise? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce que vous l'avez vu faire? Est-ce que vous l'avez fait vous-même? Donc, on demande la source, on demande la condition ici dans Codage. Ben ça, c'est souvent pas mieux réussi en réalité et parfois moins bien. Alors c'est une question qui est... on n'a pas de preuve absolue, on a quelques pistes pour expliquer ça, mais aujourd'hui je ne peux pas vous dire avec certitude c'est à cause de ça. On continue de faire des recherches à Amiens et puis dans d'autres centres évidemment, pour vous dire que les choses ne sont pas si formidables que ça, il faut faire attention. Reste que de façon générale, je mettais ça dans le résumé au début, faire des choses, réaliser des actions, pour apprendre c'est plutôt une bonne technique.
Et comme ça fait un petit moment que je vous parle, il fait chaud, vous êtes passif, on va rebouger un petit peu. Même système que tout à l'heure, pour apprendre un texte. Donc normalement, tout le monde a déjà, au minimum à l'école, appris des poésies ou a dû apprendre des choses à un moment, essayer de retenir un texte. Est-ce qu'il vaut mieux... Alors, je vais lire les propositions, on votera après. Est-ce qu'il vaut mieux lire? Est-ce qu'il vaut mieux écrire ce qu'on a lu? Est-ce qu'il vaut mieux en discuter avec quelqu'un? Ou est-ce qu'il vaut mieux improviser à partir de ce qu'on vient de lire? Si vous avez écouté le début, il y a un léger indice qui s'est glissé. Alors, qui pense que la bonne réponse, c'est la A? La B, la C et la D. Ah oui. Et là, si je suis malhonnête, je vous dis que c'est la A, par exemple. Mais non. Donc, même si écrire, on en parlait un petit peu plus tôt, avec le geste d'écriture, pour le coup, va aider, ça va être mieux que lire, en termes de performance en mémoire. En discuter aussi, parce qu'il y a ce lien social, même chose, qui va se créer, ça joue aussi. Mais improviser, c'est encore mieux que ça. Pourquoi? Parce que ça va réunir notamment beaucoup plus de conditions, parce qu'on va mettre son corps en action, on va être avec quelqu'un, on peut construire quelque chose, on va avoir un peu en fait toutes les modalités présentes. Et puis il y a des gens qui ont testé ça de façon expérimentale, c'est pas juste l'intuition que je vous livre. Notamment Scott qui avait fait un travail très simple, il donnait un texte pour tout le monde, et ensuite il y avait 5 groupes, un qui lisait, un qui écrivait ce qui se rappelait du texte pour coucher ça sur papier, 2 groupes de discussion, alors avec des passages de parole, soit il y avait une personne à la fois et c'était très réglé, soit c'était chacun parlait comme il voulait. Et puis la dernière condition, ce qu'il y a tout à droite, c'est improviser, donc on sait ce qu'on voulait à partir de ce qu'on se rappelait du texte. On allait rechercher le souvenir, on le réactivait. Et ensuite, il donnait un texte à trous avec l'ensemble du texte initial, et donc des mots à compléter. Et quand on regardait les mots exacts qui étaient replacés, il n'y avait pas de différence finalement entre ces différentes conditions. Et ils ont regardé un petit peu plus finement, même si le texte à trous, c'est peut-être pas la façon la plus fine d'explorer la mémoire, parce qu'ici, ils ont regardé quand les mots étaient approchants, à peu près. Ce qu'on appelle en anglais, c'est les réponses GIST. Ça veut dire, si dans la phrase, c'était « Hier matin, je suis allé chez le boulanger », et que vous avez écrit « Hier matin, je suis allé chez le pâtissier », la réponse exacte, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas le point dessus. Par contre, vous aviez l'idée, c'était quelque chose de proche. Si vous avez dit « Je suis allé chez mon ami Michel à la place », bon là, on est beaucoup plus loin. Quand on prend ces réponses GIST, ces réponses approximatives, ce qu'on retrouve, c'est que le groupe qui improvisait a de meilleures performances que les autres. Alors ça pose des questions, notamment à chaque fois qu'on parle de l'improvisation, à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, il y a beaucoup d'idées derrière, des choses très différentes. Donc au lieu de vous donner une définition, je vous demande, vous, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme d'improvisation? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'improvisation? L'imagination, théâtraliser, on va faire de l'association d'idées, oui. On peut s'approprier des choses. On propose à quelqu'un. Il y a des situations vécues. Spontanées. Alors, à part pour le coup la spontanéité, qui est spécifique, quasiment tout ce que vous m'avez dit, de reste, de se mettre en situation, de faire du lien, etc., c'est des choses qu'on a entendues, on en a discuté un petit peu avant, ou dans les conférences précédentes, et qu'on utilise, qu'on va retrouver dans beaucoup d'études de la mémoire. Je vous montre, si ça vous intéresse, un petit nuage, quand on pose la même question à des gens qui font de l'improvisation, voilà ce qu'ils répondent. Donc c'est la créativité au centre, le lâcher-prise, etc. Et si ça vous intéresse, donc ça fait partie des liens que vous pourrez regarder après, il y a quelques mois, en novembre dernier, quasiment un an, on a organisé à Amiens, c'était ce qu'on appelle les premières assises de l'improvisation théâtrale, où on rassemblait des chercheurs, des psychologues, des médecins, des profs de théâtre, des formateurs, des chercheurs en théâtre aussi, pour essayer de mettre ça, et puis un reportage
donc qui est très accessible, que vous pourrez voir dessus, sur ce qu'est l'improvisation de façon plus générale. Comme ça, je gagne un petit peu de temps pour vous parler d'autre chose ici. Et ça a été fait par France 3 PACA, en plus. Pas tout. On n'est pas loin. Ils sont déplacés jusqu'à Amiens, donc c'est que ça devait être vraiment très intéressant. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que l'improvisation, à votre avis, A, alors, permet d'empêcher la calvitie, B, d'améliorer la mémoire, C, de diminuer l'anxiété, ou D, d'améliorer la créativité? On va les reprendre une. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Qui pense que c'est la A? On m'avait dit que les gens de Montpellier étaient bienveillants, c'était pour vérifier par moi-même. Qui pense que c'est la B? On vient d'en parler, donc ça va. La C et la D. Okay. Bien, si on regarde la littérature scientifique, qui est assez faible, pas dans le sens de sa qualité forcément, mais dans le sens de sa quantité, il y a très peu de recherches scientifiques, expérimentales, quantitatives sur l'improvisation. On va retrouver des choses qui vont aller plutôt dans le sens effectivement de ces différentes choses. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour se dire, on a parlé de la mémoire tournée vers le passé, au présent et vers le futur, et un des futurs axes de recherche, en partie en France, et puis avec quelques équipes dans le monde, c'est l'improvisation. Et puis l'improvisation, je ne vous ai pas donné de définition, mais un des points qu'on va retrouver tout le temps, c'est vivre le moment présent, où il n'y a pas de choses préparées, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de choses, il faut être dedans. Et c'est là qu'on va articuler dans le présent nos souvenirs passés pour proposer quelque chose qui va venir et un futur qui n'est pas du tout programmé. Je ne me risquerai pas plus vers des considérations philosophiques après, évidemment, ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais ça fait le lien. Je pense que ceux qui sont là depuis le début de l'après-midi, vous pouvez peut-être faire quelques liens aussi. Alors, comment on teste ça? Les paradigmes expérimentaux qu'on utilise, à quoi ça ressemble? On fait un ensemble de tests, alors des tests de mémoire, des tests des échelles d'anxiété, de créativité, au début, à tout un tas de groupes. Pour vous donner une idée, les tests de créativité, il y a quelque chose qui est assez répandu, un test assez standard qui s'appelle l'Alternative Use Task, donc c'est une tâche d'usage alternatif, et puis on propose des objets de la vie courante dans laquelle on doit trouver des usages, dans le nom, alternatifs. Un des objets classiques, c'est un trombone comme accessoire de papeterie. Et dans les réponses qu'on a, on a par exemple un bracelet, une bague, qui sont des réponses très courantes, qui sont assez peu originales. Et ce qu'on va compter, c'est le nombre d'items qui sont donnés et puis l'originalité. Donc on fait un décalcul sur le nombre d'items qui sont donnés, combien de fois on a eu bague, combien de fois on a eu bracelet. Ça, c'est par exemple pas très original pour avoir vu un certain nombre de choses. Par contre, il y a quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui a répondu on peut s'en servir en mettant plusieurs pour faire une barre, pour faire du deltaplane. Ça, c'est beaucoup plus original. Je l'ai vu une fois, par exemple. C'est pour vous donner une idée de surtout comment on va quantifier ça. Parce que c'est toujours la grande question en psychologie expérimentale, c'est on a des concepts, la mémoire, très généraux, et comment on va essayer de quantifier ça, d'être le plus rigoureux dans l'approche scientifique. Donc on a un certain nombre de tests qu'on utilise comme ça au départ, et puis après on prend deux groupes. Un groupe qui va, dans ce cas-là, par exemple, faire de l'improvisation, donc soit, comme l'exemple que je donnais avant avec le travail de Scott, sur un temps court, sur le texte, soit sur ce qu'on a fait dans un travail que je vais vous montrer juste après, sur un cycle classique donc d'une douzaine de semaines, qui correspond à un trimestre à l'école, un semestre universitaire. Et surtout, on compare ça à un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe qui va être équivalent, qui va ressembler à notre groupe qui va faire de l'impro, mais qui va faire une autre activité, soit du théâtre écrit classique, soit du sport, une activité quand même physique, puisque dans les deux cas, le corps va être impliqué. Et souvent, ça se fait assez bien. En plus, on a des enfants, par exemple, ou des adolescents là, qui sont dans la même classe. Une partie fait de l'impro, une partie fait autre chose, donc ils ont les mêmes cours, avec les mêmes profs. C'est parfait. Et on refait évidemment les mêmes tests à tout le monde, à distance à la fin. Et ce qu'on regarde, c'est évidemment l'évolution du groupe qui a
fait l'impro. Et surtout, c'est comment cette évolution diffère de l'autre groupe. Parce que si on voit chez des adolescents, chez des adultes, c'est la même chose, que la créativité, par exemple, que la mémoire a augmenté après par rapport à avant dans le groupe d'impro, mais que c'est la même chose chez le groupe contrôle, ça sera dur de conclure à quoi que ce soit sur l'impact de l'improvisation ici. Donc ce qu'on regarde, c'est la différence de progrès, en fait. Alors on a, c'est des recherches, c'est très préliminaire, et vous voyez, ça date de 2017. Donc, les premières recherches préliminaires, elles sont sorties l'an dernier. C'est un champ tout récent. C'est une collègue qui est neuropsychologue aussi, qui a une pratique clinique qui fait des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, notamment. Elle a tout un tas de patients qui ont des troubles anxieux, dépressifs. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des outils, des techniques de l'improvisation, et c'est ce qu'on appelle l'improvisation appliquée. Donc c'est pas pour faire de ces patients des comédiens, le but c'est pas que les patients aillent sur scène, le but c'est d'utiliser ces outils pour la prise de parole, pour vivre l'instant présent, etc. Et ce qu'elle a trouvé, c'est que l'anxiété diminuait, les quelques traits dépressifs aussi, et puis l'estime de soi qui avait tendance à s'améliorer. Ce qu'on a fait, je vous parlais de la créativité, ça a été fait avec des adultes précédemment, qui ont retrouvé le même type de pattern que ce qu'on a retrouvé, avec des adolescents. Vous voyez, on a, là où il y a les 2 points blancs, c'est le groupe contrôle, le groupe qui faisait du sport à côté. La créativité, avant et après, n'a pas bougé spécialement. Alors, le sport a des vertus par ailleurs, etc. Pour la créativité, ça n'a pas bougé. Et pour l'impro, on voit, ils étaient à des niveaux assez équivalents au départ. Là, je parlais de l'originalité, sur les items qui sortaient de l'ordinaire, ce qu'on appelle la pensée divergente. Et bien là, on avait quelque chose qui se passait en impro. Et une des questions par rapport à la place du geste, de l'action, c'est que dans les 2 cas, en fait, ils ont eu des activités où l'action était en place. Les questions qu'on peut se poser, on discute avec des enseignants-chercheurs en théâtre, il y a des philosophes, des sociologues avec qui on commence à échanger aussi sur ces questions-là, c'est qu'est-ce qui est spécifique à l'improvisation qui permet d'observer ce genre de choses. Donc c'est des travaux qui sont en cours, qui, dans les années à venir, devraient certainement se développer, et dont vous aurez des nouvelles. Je vous parlais, donc cette improvisation appliquée, elle rentre dans plein de domaines. Vous voyez, on a dans la créativité, la prise de parole en public, pour la vente, certains l'utilisent. Et puis dans la formation aussi, je parlais à l'école, hein, si vous êtes enseignant, si vous avez fait des colos, si vous avez été face à un groupe, quand vous avez réussi à être dans l'action, où il va falloir lâcher prise, où vous allez chercher un certain nombre d'éléments, vous allez chercher dans votre mémoire tous les éléments possibles pour les rassembler, pour proposer quelque chose d'approprié maintenant, avec des gens que vous ne connaissiez pas 1 heure avant, devant 10, 20, 100, 1000 personnes, vous faites ça régulièrement. Lorsque vous parlez de quelque chose que vous connaissez en public, dans votre milieu professionnel, ça semble beaucoup plus abordable. Et on l'utilise aussi, vous voyez, il y a un aspect médical thérapeutique avec des applications, et aussi dans la formation, c'est une des choses qu'on met en place à Amiens, on met en place de l'improvisation pour former des médecins, des professionnels de santé aussi, donc des infirmiers, des aides-soignantes, etc. Là aussi, le but, c'est pas qu'ils viennent faire un show dans leur milieu professionnel. Évidemment non, c'est de l'impro appliqué, pas forcément de l'impro théâtrale, c'est les mêmes outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour être plus à l'aise pour de la communication, pour des échanges, etc. Mais aussi pour apprendre des gestes techniques. Parce que parfois ils répètent, ils apprennent, ils font dans leur coin. Là, on va les mettre dans ce qu'on appelle des centres de simulation. Donc il y a des bras de patients, par exemple, pour s'entraîner à piquer. Donc c'est des bras connectés, des mannequins, etc., où ils sont, eux, dans des situations. Et ils vont devoir improviser, avec, normalement, l'idée que ça puisse permettre des meilleurs apprentissages en plus du reste. Ça, c'est pour vous dire, il y a des aspects un petit peu plus fondamentaux de recherche. On va essayer de comprendre les processus qu'on expliquait avant. Et puis la recherche, elle va aussi d'un côté appliquer dans de la pédagogie et dans des choses qui sont parfois très sérieuses. Pour être très clair, la première fois, même si on est chercheur, identifié comme tel, qu'on va dire, ça serait bien de former des psychologues, des médecins, des chirurgiens avec l'improvisation,
c'est pas forcément évident. La question peut un petit peu choquer. Donc il y a un rationnel, évidemment, théorique derrière. C'est pour vous dire aussi, je pense que c'est un message important, quand on fait de la recherche, il y a un aspect fondamental, il faut être exigeant, et évidemment je rejoins ça. Et il y a aussi des aspects appliqués, et que les chercheurs ne sont pas forcément l'image qu'on peut avoir de gens dans leur tour d'ivoire de temps en temps. C'est un message un tout petit peu à côté du sujet, et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler à des gens hors de l'université, c'est bien de le rappeler, pour vous dire aussi que vous pouvez participer évidemment à tous ces aspects-là. Donc ça s'utilise pour les enseignants, le ministère l'a reconnu il y a quelques temps, et puis on le fait là aussi, je disais les médecins, les chercheurs, les formateurs, pour apprendre des choses, pour améliorer ses compétences, ses connaissances, apprendre de nouvelles choses via l'improvisation. C'est des dispositifs qu'on met en place. Alors pour résumer, mais normalement, on l'avait fait déjà au départ, l'action permet d'améliorer la mémoire. Je pense que s'il y a une chose à retenir de ce que je viens de vous raconter ces dernières 45 minutes, c'est ce message-là. Que tout le monde, on a repris des exemples, hein, des enfants de différents âges, des adolescents, des adultes, plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés, avec ou sans troubles et des troubles différents, peuvent bénéficier de cet effet-là. Pourquoi exactement? On a un certain nombre de pistes qui restent à discuter, il y a encore des choses à découvrir. Et puis que l'improvisation, je disais, c'est un objet d'étude scientifique, on peut étudier très sérieusement quelque chose qui peut-être au départ ne paraît pas sérieux, et qu'on peut se servir de tous ces aspects-là pour des choses appliquées, pour développer par la suite. La recherche fondamentale parfois n'a pas d'application tout de suite, elle n'est pas là pour ça, et une partie de la recherche peut avoir des applications à court ou moyen terme qu'on peut envisager maintenant. Je vous avais dit que je terminais par des remerciements, je voulais remercier, je ne vais pas tous les citer nommément, j'ai indiqué leur nom, il y a des collègues chercheurs, des médecins, il y a des comédiens, des étudiants qui ont participé à tous les travaux que je vous ai présentés, et pour rappeler que la recherche, ça ne se fait pas seul, je n'étais pas tout seul dans mon coin pour faire ça, évidemment il y a beaucoup de gens qui ont participé à tous ces aspects. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir ouvert une voie nouvelle, des travaux originaux, le thème de l'action et puis ce développement nouveau. Avez-vous des réactions, des questions? Oui, madame? Mais qu'est-ce qui peut se passer comme problème quand même si on ne fait pas une action mais plusieurs actions en même temps? Parce que est-ce que c'est pas justement là qu'on a aussi des problèmes de mémoire? Alors, il y a peut-être plusieurs choses. Si on fait plusieurs actions qui sont, je parlais d'actions congruentes, qui vont entre elles, qui sont articulées, qui vont rentrer dans une séquence, je pense que c'est pas ça votre question, mais pour clarifier, certainement que ça va renforcer encore plus ce qui va se passer si l'action est, on va dire, plus riche. Si votre question c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait deux actions en même temps, quand on est en fait en multitâche, la question, elle n'est pas forcément ici liée à l'action en soi, en tout cas dans le mouvement physique, mais lorsqu'on fait deux choses en même temps, ou trois choses en même temps. Et pour le dire assez simplement, nous ne sommes pas équipés pour faire deux choses en même temps. On a parfois l'illusion de faire deux choses en même temps. Ce qu'on fait souvent, c'est on passe de l'un à l'autre. Il y a Alain Lieury qui avait fait beaucoup de travaux en psychologie expérimentale et qui est un vulgarisateur formidable. Il a un schéma comme ça que vous pourrez retrouver, j'ai vu, où il montrait quand on fait une action, puis il y avait une autre boucle à côté. En fait, on fait une action, on passe à l'autre, on se rallonge pour... Et tout ce trajet, c'est comme si on fait... le matin que vous levez et vous préparez votre petit déjeuner chez vous, vous allez vous laver les dents sur un autre lieu, vous revenez finir quelque chose à la maison, vous maquillez, vous coiffez, vous retournez au travail. C'est épuisant de faire l'aller-retour. En général, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils font tout à un endroit, ils finissent, enfin au moins le matin, on finit une tâche et on passe au reste. Parfois, on se donne l'illusion de faire deux choses en même temps. Donc là, on va rentrer dans des processus plus attentionnels qui vont interférer avec la mémoire et qui, en plus de pas forcément bien mémoriser, vont nous fatiguer, nous épuiser cognitivement et parfois physiquement. Ça répond à votre question?
peu plus. Oui, disons que j'ai des expériences personnelles où moi je passe très facilement d'une chose à l'autre pour revenir à la première, pour revenir à la quatrième, etc. Et je me demandais si c'était pas une des raisons de mes problèmes de mémoire. Alors, je ne pourrais pas m'avancer sur ce cas précisément. En tout cas, de façon générale, ce qui est conseillé, c'est de faire une chose à la fois et passer à la deuxième quand on a terminé la première, pour le dire très, très simplement. Ce qui n'est pas toujours facile dans le quotidien, je vous l'accorde. Bonjour. Je voulais vous poser la question par rapport aux petits gadgets qu'on voit actuellement fleurir beaucoup, les hand spinners par exemple, et des choses comme ça, qui du coup ne font pas une action congruente avec la tâche qu'on est en train de faire, mais qui pour autant amélioreraient les capacités mémorielles. Et du coup, c'est pas une action congruente, mais apparemment le fait d'avoir une légère action à côté, comme jouer avec son clic-clac de crayon ou autre, ça aurait quand même une action. Donc est-ce que ça reste parce que l'action, même non congruente, a quand même un effet bénéfique sur la mémoire ? Ou autre, enfin, je sais pas. Alors, je pense qu'on a peut-être entendu ou lu la même chose. On disait le hand spinner peut améliorer la mémoire, et quand on regarde un petit peu, on va retomber sur des sites liés aux fabricants ou aux vendeurs. Et je n'ai pas trouvé, mais pour être honnête, je suis pas allé chercher, j'ai pas fait la revue systématique des scientifiques sur les hand spinners. En général, la science prend un petit peu de temps. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de travaux dessus, et j'ai rien qui permette d'affirmer que ça améliore la mémoire. À ma connaissance, c'est peut-être un manque personnel. Par contre, quand on manipule alors un spinner ou quelque chose, ça ressemble plutôt, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, c'est on va dire un geste parasite en plus, c'est une deuxième tâche. Si pendant que j'essaye de répondre à vos questions, j'essaye de faire des choses comme ça, c'est ce qui se passe, vous voyez, je m'arrête dans ma phrase, je risque d'être plus lent, peut-être un petit peu moins bon, donc c'est ce qu'on appelle des interférences possibles. En tout cas, il n'y a pas d'éléments tout de suite avec ce qu'on raconte qui permettent, à ma connaissance, de montrer que l'utilisation de ce genre de gadget améliore la mémoire. Je serais au moins prudent par rapport à ça. Pour compléter ce que disait cette personne, je pense que c'est peut-être parler de parasite, mais c'est peut-être juste un geste anti-stress. Ça ne fait pas partie de l'action. Ça fait partie d'un automatisme. Il y a une action. Ça dépend quand on le fait. Enfin, si vous le faites à côté, entre deux, c'est à loisir avec ça. Si je pensais dans la situation d'apprentissage, voilà, où on est en train d'essayer, on lit un texte qu'on essaie d'apprendre, on écoute l'enseignant, etc. Faire le geste en parallèle, en même temps, tout de suite, j'ai du mal à voir comment ça pourrait être bénéfique. Parce que les exemples qu'on donnait, quand on fait l'action, on est dans cette action-là et uniquement celle à retenir. Voilà. Donc, il y a des gens qui font l'automatisme. Attendez, on ne peut pas travailler comme ça parce que c'est enregistré. Donc, vous voyez, après, c'est sur des chaînes qui partent dans les ondes. Donc, voilà. Isabelle qui avait demandé. Moi, je voulais savoir s'il fallait absolument avoir une simultanéité entre l'action, le geste, le mouvement et l'apprentissage, ou s'il y avait un phénomène de... Si, par exemple, en faisant du vélo pendant 10 minutes et après en apprenant, il y avait aussi un effet sur la mémoire. Alors, il y a un champ de recherche aussi sur ces aspects-là, sur notamment tout ce qui est on va dire, de l'activité physique. Donc, il y a le vélo, il y a des marches, et qui sont beaucoup intéressés, notamment, pour le coup, à la créativité. Donc, après avoir marché 10-20 minutes, on va retrouver ça. Et il y a quelques travaux sur la mémoire aussi. Je pense à des collègues qui s'intéressent qui sont en STAB, donc les sciences des activités techniques, des activités physiques et sportives, où l'action, ici, va rentrer peut-être pas sur exactement les mêmes mécanismes que ce qu'on évoquait, parce que là, on est dans l'action, mais plutôt sur quelque chose de plus global. On l'évoquait précédemment avec le corps qui est là, et si on pousse un petit peu cette logique-là, il y a des questions de santé, de façon générale, quand on est en bonne santé physique, ça va marcher. Évidemment, là on parle d'activités légères, modérées. Si vous faites un marathon et que vous apprenez après, quelque chose, c'est pas forcément le plus recommandable. On est rarement en forme cognitivement derrière ça. Mais il y a des travaux qui montrent qu'une activité modérée ou légère peut permettre.
Alors c'est assez léger, mais ça va plutôt dans le bon sens. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Mathieu. Je vous rappelle...